Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. La quête de justice pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis demeure un enjeu majeur, plus de 3 décennies après les faits. C'est dans ce contexte que la ville de Paris a accueilli la cérémonie d'inauguration du mémorial dédié aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en présence du président de la République Paul Kagame et de la première dame, accompagnée aussi du président de la République française Emmanuel Macron, érigé au cœur de la capitale Paris. Ce mémorial se veut à la fois un lieu de mémoire, de vérité et de transmission aux générations futures. La cérémonie a également donné la parole à plusieurs intervenants, parmi lesquels des rescapés du génocide, dont Jeanne Ouimbabazi, qui vit aujourd'hui en France. Un reportage de Jean-Benoît Michel. À plus profonde reconnaissance. Dans un témoignage empreint d'émotion, Jeanne Ouimbabazi est revenue sur son parcours de rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis, tout en appelant à poursuivre les efforts de justice pour les victimes et leurs familles. Pour la première fois depuis 32 ans, permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président du Rwanda, Paul Kagame, et ses hommes, ma plus profonde reconnaissance. Nous vous devons notre vie. Merci. Je tiens à vous adresser, Monsieur le Président de la République française, mes sincères remerciements pour avoir rendu possible la réalisation de ce mémorial. Nous savons également que le chemin de la réparation passe nécessairement par la justice. À cet égard, la condamnation en France de plusieurs responsables de génocide constitue une avancée importante. Toutefois, permettez-moi de formuler ici un vœu. Que les prochains procès relatifs aux crimes commis durant le génocide se déroulent dans les lieux dans lesquels ils ont été commis et devant les principaux concernés. Il est essentiel que les rescapés et les familles des victimes puissent assister, s'ils le souhaitent, au procès des individus poursuivis pour le génocide. Il est difficilement concevable qu'ils se tiennent devant des salles de tribunaux, ici en France parfois presque vides, donnant parfois le sentiment que la justice s'exerce à distance de celles et ceux qui ont subi des crimes jugés. La justice constitue aussi un espace de confrontation entre les faits, les auteurs et les crimes, et les victimes. Et c'est de ces moments-là qu'ils sont privés, si nécessaire, à un travail de deuil. Au-delà du devoir de mémoire, cette inauguration a également été l'occasion de saluer les efforts visant à établir la vérité historique et à renforcer la compréhension des responsabilités liées au génocide perpétré contre les Tutsis de 1994 au Rwanda. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a souligné le rôle central des survivants dans la transmission de cette mémoire et sur l'importance du courage politique dans la reconnaissance des faits historiques. The events of the genocide against the Tutsi are within living memory. Les événements du génocide perpétré contre les Tutsis sont dans la mémoire vivante. Et donc, le travail de mémoire commence nécessairement avec leur travail. Les survivants vivent des souvenirs, non seulement grâce aux blessures visibles du corps, mais aussi grâce aux blessures indéniables de l'esprit qui se transmettent à nous grâce à leurs témoignages. La mémoire devant nous est puissante car elle met la vérité en pierre et la protège de l'insouciance du temps en instruisant le vivant.
Ce n'est pas une validation, car rien n'est nécessaire. Confronter les responsabilités historiques nécessite du courage, car cela génère opposition de ceux qui ont un cas à répondre. Vous avez besoin d'un sens fort de l'humanité pour le voir. Monsieur le Président, je vous remercie de tous vos comptes, de votre courage et de votre humanité. Il y a 5 ans, vous avez pris un risque et vous êtes venu à Kigali après la sortie de 10 rapports indépendants. L'un commissionné par votre gouvernement, l'autre par le Rwanda. Et vous êtes arrivé à des conclusions similaires. Vous avez reconnu que la France pourrait avoir arrêté le génocide, mais ne l'a pas fait. En réponse, j'ai décrit les mots comme quelque chose de plus valable que l'apologie, c'est-à-dire la vérité. Than an apology, namely the truth. Pour les autorités françaises, ce mémorial constitue également un message adressé aux générations présentes et futures. Emmanuel Macron, le président de la République française, a appelé à la vigilance face aux discours de haine et aux idéologies qui peuvent conduire aux pires crimes contre l'humanité. Et soyons lucides aussi sur les logiques ethniques, racialistes qui fleurissent ici ou là. Les mots peuvent varier, les masques changer. La logique à la fin demeure. Haine de l'autre, haine de tous les autres, haine totale et implacable qui conduit au meurtre de masse. La logique de ce crime de masse a été parfaitement décrite, là aussi par plusieurs historiens, Stéphane Audouin-Rousseau et plusieurs autres, qui ont montré cette continuité, le retour de ces cycles dont vous avez parlé, Président. Ceci nous oblige. Ce monument est donc aussi un enseignement. Qui commence à haïr l'autre en raison de sa couleur de peau, de son identité, de son origine, de son ethnie, enclenche une mécanique qui emporte tout. Une soif de meurtre qui tenaille les esprits et le jour venu frappe, massacre, efface. Chemin de vigilance, car le génocide est un crime contre l'humanité et par son caractère systématique, sa barbarie, sa volonté d'anéantissement et d'oubli, il est une offense que les bourreaux commettent contre tous les hommes. Une blessure faite à la conscience universelle. Oui, ce génocide porte en lui la mémoire de tous les autres génocides, dans leurs différences particulières et irréductibles, sans hiérarchie, sans confusion, avec la même indignation, la même douleur, la même résolution aussi à ne pas laisser se commettre le pire. Et notre conception de l'universel revient à dire cela. Nul ne peut être en paix dans le secret de sa conscience si l'humanité, quelque part, est prise pour cible. À travers son mémorial, Paris rejoint désormais le lieu qui porte la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Au-delà de l'hommage rendu aux victimes, cette inauguration réaffirme l'importance de la vérité, de la justice et de la vigilance collective afin que de telles tragédies ne puissent plus jamais se reproduire. Le ministre de l'Éducation, Nsengimana Joseph, a indiqué que lorsqu'un élève suit et réussit les filières de l'enseignement technique et professionnel, cela lui permet de mieux se positionner face à la concurrence sur le marché du travail et de progresser dans son développement personnel. Il a fait cette déclaration lors du lancement des examens pratiques d'État pour l'année scolaire 2025-2026. Les examens sont principalement organisés pour les élèves qui étudient les filières techniques et professionnelles, notamment dans les TVET, TSS et en comptabilité. L'objectif est de leur permettre de démontrer, à travers des épreuves pratiques, les compétences acquises. Ainsi, ils mettent en application concrète les connaissances théoriques apprises en classe. Par conséquent, lorsqu'ils maîtrisent bien ces compétences,
et réussissent leurs examens pratiques, ils sont mieux préparés pour le marché du travail. Par exemple, en construction, on peut expliquer théoriquement comment mélanger le ciment ou poser des briques, mais sans pratique, cela reste difficile à réaliser correctement. C'est pourquoi ces étudiants doivent tout effectuer de manière pratique. L'objectif de ces examens est donc de prouver la compétence réelle des apprenants et de faciliter leur insertion rapide à l'employement. Alors que le Rwanda poursuit donc ses efforts pour aussi partager, contenir la propagation de l'épidémie d'Ebola présente dans les pays voisins. Les habitants de Kigali ont été invités à maintenir une bonne hygiène et à éviter de franchir illégalement les frontières. Les détails avec Patrick Nilidanti. Lors des réunions publiques à travers Kigali, les habitants ont salué la démarche de leurs dirigeants qui leur ont expliqué la gravité de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays voisin et ont affirmé leur engagement à la contenir. Nous avons été sensibilisés contre Ebola avec l'hygiène de main partout, notamment dans des lieux de prière, les marchés. Vous avez remarqué que même ici, avant toute activité, nous avons commencé à nous laver les mains. On nous a appris à reconnaître les signes d'Ebola, sa transmission et les stratégies pour lutter contre cette épidémie. On nous a également demandé de partager les informations dès que nous remarquons les signes de cette épidémie dans notre environnement. Le secrétaire exécutif du district de Kichukiro, Antoine Mutsinzi, a exhorté les habitants à respecter les règles d'hygiène, à éviter de franchir illégalement les frontières et à consulter un médecin en cas de symptômes. Nous réjouissons de ce partage d'informations. Vous avez remarqué que dans le marché, les lavoirs de mains fonctionnent pour aider les uns et les autres à assurer l'hygiène. Nous avons demandé aux propriétaires des magasins et boutiques de mettre des lavoirs de mains devant leurs infrastructures. À ce jour, des cas d'Ebola ont été détectés en République démocratique du Congo et en Ouganda, mais aucun n'a été signalé au Rwanda. Le Rwanda continue d'intensifier ses mesures barrières contre cette épidémie. Une personne infectée par le virus Ebola présente les premiers symptômes entre 2 et 21 jours après la contamination. Ces symptômes incluent une forte fièvre, une faiblesse, des douleurs articulaires, des maux de tête, des maux de gorge et bien d'autres. L'épidémie d'Ebola signalée dans le pays voisin est sporadique et il n'existe actuellement aucun traitement ni vaccin. La ville de Kigali a affirmé qu'à mesure que ses capacités augmenteront, elle s'attaquera progressivement au problème des canalisations d'eau et des systèmes de drainage. L'auditeur général du Rwanda a indiqué que ces systèmes n'ont pas été construits dans les villages habités, ce qui compromet aussi la prévention des inondations et des accidents. Le rapport de l'auditeur général a révélé que dans 8 villages construits dans la ville de Kigali, les systèmes de drainage sont insuffisants. Les habitants des villages comme Gisasa, dans le district de Gasabo, et Gahanga à Kichukiro ont expliqué que l'absence de ces systèmes leur cause des problèmes. Ce n'est pas le cas partout, car dans certains villages, des canalisations ont été construites. À titre d'exemple, le village modèle de Mazi, construit dans le secteur de Gitega, district de Nyarugenge, est un exemple d'endroit où les habitants ont affirmé que le problème des eaux pluviales a été résolu grâce à des canalisations reliées au système de drainage de Mazi, construit de manière moderne. L'auditeur général a demandé à la ville de Kigali de tout mettre en œuvre pour résoudre ce problème. La porte-parole de la ville de Kigali, Nilenganya Claudine, a indiqué que ces canalisations seront construites dès que les capacités et les moyens financiers le permettront. Le rapport de l'auditeur général a révélé que sur les 320 canalisations nécessaires dans la ville, 268, soit 84%, ne sont toujours pas construites. La ville a précisé également qu'elle continue de veiller à ce que les nouveaux bâtiments soient correctement raccordés au réseau d'adduction d'eau.
Les investisseurs et analystes ont affirmé que l'inutilisation prolongée des terrains à vocation industrielle est l'une des raisons des pertes financières du pays. En effet, ceux qui ont besoin ne peuvent y accéder et démarrer leur production, alors que rapidement, ils ont donc souligné ce problème, alors même que dans certains cas, dans certaines zones industrielles du pays, plus de 10 hectares ont été attribués à des entrepreneurs qui n'ont pas encore construit d'usine depuis un certain temps, comme l'a révélé le rapport de l'auditeur général de la République. Le récit de Patrick Nilidandi. L'entrepreneur Nyonguru James Kenny explique qu'il avait besoin de terrains dans des zones industrielles, mais qu'on lui a répondu que les terrains convoités étaient déjà occupés. Il s'est donc retrouvé à travailler dans un endroit qui ne le satisfait pas. Le rapport de l'auditeur général pour 2024-2025 révèle que 11,5 hectares de terrain d'une valeur de 541,2 millions de francs rwandais ont été attribués à 11 entrepreneurs. Or, ces derniers ont dépassé les délais des 18 mois qui leur avaient été impartis pour y construire des usines. Les terrains sont toujours disponibles et certains y sont installés depuis plus de 100 mois. L'auditeur général du gouvernement, Alexis Kamuhire, a porté cette question à l'intention des membres de l'Assemblée nationale afin de recueillir leurs observations. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique suivre de près ces dossiers et avoir identifié plusieurs causes à ces problèmes. Le directeur général de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat au ministère du Commerce et de l'Industrie, Troyilgwa Christian, révèle que ces terrains ne sont pas simplement enregistrés au nom des entrepreneurs qui les reçoivent. Ces derniers doivent également se conformer à certaines conditions. Outre ceux qui n'ont pas construit sur le terrain qui leur ont été attribués, 14 investisseurs n'ont pas versé plus de 227 millions de francs rwandais prévus dans les contrats signés avec les Minicom lors de l'attribution de ces terrains en zone industrielle. Un audit réalisé en janvier 2026 par le Bureau de l'auditeur général des finances publiques a révélé que cette situation perdurait depuis 1 à 15 ans. Les directeurs de l'Institut des évaluateurs immobiliers professionnels, Mugisha John, affirment que lorsque ces terrains ne sont pas utilisés conformément à leur destination, cela représente une perte pour le pays en termes de production industrielle et d'emploi. Dans le cas de la deuxième stratégie nationale pour un développement accéléré, le taux de croissance industrielle était de 11%. Il était prévu qu'il atteigne 9,5% en 2025. À ce jour, 320 usines ont été construites à travers le pays, dont 70% sont pleinement opérationnelles. L'Office rwandais pour la promotion de l'éducation de base a annoncé avoir distribué des manuels scolaires qui restent encore dans l'entrepôt. Les inquiétudes soulevées aussi par l'auditeur général concernant les retards de livraison aux écoles. L'institution a précisé que des mesures ont été prises pour éviter de tels retards à l'avenir. Toujours un récit de Patrick Nilidandi. Selon un rapport de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz, RMB, le nombre de cellules administratives touchées par l'exploitation minière illégale est passé de 125 en 2023-2024 à 327 en 2024-2025, soit une augmentation de 161%. Cette situation a des conséquences négatives sur la sécurité des travailleurs, l'environnement, les conditions de vie des populations ainsi que le revenu de l'État. Les habitants des districts concernés expliquent que ces activités sont souvent menées de nuit par des personnes qui s'introduisent dans des sites miniers dont l'exploitation a été suspendue. Certaines personnes recrutent des jeunes et leur demandent d'extraire des minerais pour les leur remettre ensuite. Lorsque nous essayons de les dénoncer ou de leur faire comprendre qu'ils agissent illégalement, ils nous menacent et nous demandent de nous taire. L'augmentation de plus de 200 cellules où s'exerce cette exploitation illégale a également été soulignée par l'auditeur général des finances de l'État. Alex Kamhide, dans son rapport, couvre l'exercice clos de 30 juillet 2025.
Lors de nos inspections, nous avons constaté que 4 sociétés autorisées menaient également des activités dans des zones où elles n'est pas habilitées à opérer. Ces cas ont notamment été observés dans le district de Nyarugenge, Bugesera et Gicumbi. Après la présentation de ce rapport, plusieurs parlementaires ont exprimé leur inquiétude face à la progression de l'exploitation minière illégale et ont appelé à des mesures fermes pour y mettre fin. La forte augmentation des activités minières illégales exige des actions concrètes. Les citoyens doivent comprendre que l'exploitation non autorisée nuit à l'économie, décourage les investisseurs respectueux des règles et pose également des problèmes au niveau international. Lorsque des minerais franchissent les frontières sans que leur origine soit clairement établie, cela soulève des préoccupations car ils peuvent provenir d'activités illégales. Les autorités locales doivent également être tenues responsables dans la lutte contre ce phénomène. Le rapport de l'auditeur général révèle par ailleurs que plus de 900 sites miniers avaient été suspendus par le RMB. Certains investisseurs demandent toutefois que les permis soient réexaminés afin que ces gisements puissent être exploités légalement et contribuer à l'économie nationale. De nombreuses entreprises, petites ou moyennes, ont vu leurs activités suspendues. Cette situation crée parfois des tensions car l'arrêt de l'exploitation légale favorise indirectement l'essor de l'exploitation illégale. Nous souhaitons que des autorités réexaminent nos dossiers et nous restituent les autorisations nécessaires afin que nous puissions contribuer au développement du pays tout en participant à la lutte contre l'exploitation illégale. Pour Nsanzineza Ernesto, investisseur dans le secteur minier, l'exploitation illégale porte préjudice aux biens allaitants qu'aux opérateurs économiques. Lorsque l'extraction est réalisée dans des zones non autorisées, les entreprises légales perdent parfois leurs travailleurs au profit des réseaux informels. Cela compromet les investissements réalisés, réduit la production et affecte l'économie nationale. De plus, les accidents sont fréquents. Certaines personnes perdent la vie ou restent handicapées après l'effondrement de galeries. C'est un problème préoccupant. Dans le cadre de la deuxième stratégie nationale de transformation NCT2, le Rwanda ambitionne de porter les revenus issus des exportations minières à plus de 2,2 milliards de dollars américains. Le secteur minier est également appelé à jouer un rôle majeur dans la création d'emplois et dans l'accélération du développement économique du pays. Et vous suiviez là donc le rappel du Parlement qui parlait des investisseurs miniers au Rwanda qui ont aussi appelé le gouvernement à renforcer les mesures de lutte contre l'exploitation minière. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.